Bon, j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie pour cette dernière séquence. Donc, je suis le docteur Julie Pic, je travaille sur le centre de référence de Lyon avec le professeur Marinier. Je connais certains d'entre vous. Donc, on m'a demandé de vous parler de la recherche. Donc, je voulais plutôt commencer par vous expliquer qu'il y a plusieurs types de recherche déjà. Qu'on va surtout aborder, je pense, ce qui vous intéresse, c'est la recherche clinique et peut-être les essais thérapeutiques, dire ce qui est en cours. Mais faut savoir aussi que dans ces maladies rares, on fait de la recherche plus fondamentale. Ça a été mentionné tout à l'heure, et que cette recherche, elle a beau être très fondamentale et in vitro et pas forcément chez l'humain, elle a quand même un impact direct potentiellement sur votre prise en charge. On parlait tout à l'heure de biomarqueurs, par exemple, de la maladie, de biomarqueurs de poussée, de biomarqueurs on essaye désespérément de trouver des biomarqueurs du risque de rechute dans la MOGAD, par exemple. Donc c'est des choses qui sont importantes et qui ont un impact direct, finalement, sur le suivi des patients. L'autre volet, donc, c'est le volet de la recherche clinique, avec aussi peut-être deux aspects importants pour vous. Donc la recherche clinique qui se fait sur données. Et donc on parlait tout à l'heure, on a évoqué tout à l'heure l'Observatoire français de la sclérose en plaques, l'OFSEP. Donc certains d'entre vous, j'imagine, participent normalement à ce registre. Ça a dû vous être proposé. Donc c'est un registre qui a été créé il y a très longtemps maintenant pour la sclérose en plaques et qui s'est peu à peu étendu à ces maladies rares et dont les symptômes ressemblent potentiellement à ceux de la sclérose en plaques. Et c'est d'autant plus important dans ces maladies rares qu'il y a peu de patients, que c'est des maladies de découverte récente, donc on a besoin d'informations. Et finalement, ces recherches sur données, elles nous aident à vous dire des choses très concrètes. Souvent, quand on fait le diagnostic, une des questions qu'on a, c'est qu'est-ce qui va se passer en fait ? C'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Quels sont les symptômes possibles ? Quelle est l'évolution possible de la maladie ? Et ces questions, on y répond en faisant ce type de recherche. Donc c'est extrêmement important. Et puis le troisième volet, on va dire, ce sont les essais thérapeutiques. Donc les essais thérapeutiques, c'est des essais qui sont faits avec des médicaments pour essayer de développer des médicaments dans des maladies. Et c'est finalement la seule méthodologie robuste pour développer des médicaments dans une maladie donnée. Quand on découvre une maladie, quand on a découvert la NMO il y a 20 ans et la MOGAD il y a 10 ans, il a bien fallu commencer à proposer des prises en charge. Donc il a bien fallu essayer de proposer des traitements et des choses aux patients atteints de la maladie. C'est des choses qu'on a justement recueillies à travers la recherche sur données qui nous a aidés à avancer sur les premières années. Et puis peu à peu, avec le temps qui passe, on réussit à faire des essais thérapeutiques, donc où on va tester des médicaments dans des conditions scientifiquement rigoureuses qui vont permettre de répondre à une question précise. Donc ces essais thérapeutiques, ils passent par plusieurs phases. On n'essaye pas directement à large échelle un médicament chez des gens qui sont atteints d'une maladie, évidemment. Ça passe par toute une phase préclinique, chez l'animal déjà, et puis par différentes étapes cliniques. Donc, nous, on va parler essentiellement des études de phase 3, donc qui concernent les patients à grande échelle, mais qui dit phase 3, dit phase 1, puis phase 2. Donc ce développement des médicaments, il passe par différentes étapes. Donc les essais de phase 1, en général, ils concernent plutôt des sujets sains en neurologie, où on va administrer le traitement à un petit nombre de sujets sains. Et c'est essentiellement des études de toxicité pour essayer de repérer quels sont les effets indésirables potentiels de ces médicaments, après tout un tas d'études préalables in vitro et in vivo chez l'animal, évidemment. Puis des essais de phase 2. Les essais de phase 2, ils vont correspondre aux premières informations sur l'efficacité d'un traitement, aux études de dose, et puis de recueillir plus d'informations aussi sur la sécurité d'utilisation du traitement. Puis les études de phase 3, qui sont les vraies études où on va essayer de déterminer à grande échelle, chez un grand nombre de personnes atteintes de la maladie, l'efficacité d'un traitement. Donc en ce moment, il y a des essais thérapeutiques qui sont en cours. Donc vous savez peut-être qu'il y a plusieurs essais thérapeutiques qui ont été terminés dans la NMO, et le fait de
terminer ces essais thérapeutiques a conduit à la commercialisation de traitements. Donc là, on parle de neuromyélite optique à anticorps anti-aquaporine 4. Il y a aujourd'hui plusieurs traitements qui ont pu être commercialisés grâce à ces thérapeutiques 4. Et donc c'est extrêmement important parce que ça a beau être une maladie rare, finalement, on a réussi quand même à faire ces essais et à avoir 4 traitements disponibles en une vingtaine d'années. Donc c'est quand même... ça peut sembler long, mais c'est plutôt rapide en fait. Et c'est plutôt un succès et quelque chose effectivement à saluer. Et donc là, on arrive dans cette phase-là dans la MOGAD. Aujourd'hui, on n'a aucun essai thérapeutique terminé dans la MOGAD, hein, donc c'est des choses qui sont en cours. Il y en a un qui se termine, donc on va avoir, j'espère, des informations très prochainement. Donc il y a 2 essais industriels en cours. Donc dans la MOGAD, on est dans une situation un petit peu particulière où la question thérapeutique, elle va être un petit peu plus complexe. À la fois, on questionne quels traitements vont être efficaces, mais par ailleurs, il y a une question aussi qui est un petit peu plus compliquée que dans la NMO, c'est à quel moment on propose un traitement à nos patients. Ça, c'est vraiment une particularité de cette maladie. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui de cette évolution un petit peu différente. Nos modèles de compréhension des maladies inflammatoires, hein, c'est la sclérose en plaques. Pour le coup, on vous a peut-être beaucoup parlé de sclérose en plaques, peut-être un peu trop, mais comme l'a dit, je ne sais plus qui tout à l'heure, ça reste notre référence et notre modèle de compréhension des maladies inflammatoires. Donc, notre façon de penser la prise en charge, elle s'est un peu construite sur cette maladie. On part de là. Puis on a découvert la NMO, et ces 2 maladies sont des maladies dont on sait qu'elles rechutent toujours. Qu'elle rechute avec des symptômes très invalidants pour la NMO, et que finalement, il n'y a pas beaucoup de questions sur, une fois qu'on a fait le diagnostic, est-ce qu'il faut traiter ou pas la maladie? La réponse est finalement toujours oui. Dans la MOGAD, on est dans une situation différente parce que c'est une maladie qui n'a pas du tout la même évolution potentielle que la sclérose en plaques et la NMO. Et finalement, il y a 2 choses qui sont venues perturber ce qu'on croyait acquis et les connaissances qu'on croyait acquis. C'est d'une part, c'est une maladie qui ne rechute pas toujours, et qu'on commence à avoir des études avec pas mal de recul sur cette maladie, et on voit que, si on fait très schématique, il y a à peu près 50% des patients qui rechutent et 50% qui ne rechutent pas. Et finalement, on a beau augmenter petit à petit le temps de suivi, ce chiffre, à l'heure actuelle, avec le recul qu'on a sur cette maladie, qui n'est pas non plus énorme, il reste stable. Alors que quand on fait des études dans la sclérose en plaques, on va avoir X% de rechute à 2 ans, et puis ce nombre, il ne va faire qu'augmenter quand on suit les patients plus longtemps. Finalement, c'est juste que le temps entre 2 poussées peut parfois être important, mais c'est une maladie qui finit toujours par rechuter. Et là, finalement, quand on fait ces études, ces fameuses études sur données, on se rend compte que ce chiffre, il reste stable. Donc ça veut dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des patients rechuteurs et des patients non rechuteurs. L'autre chose, c'est qu'à la fois dans la sclérose en plaques et dans la NMO, on a une évolution assez homogène de la maladie au cours du temps. C'est-à-dire que dans la sclérose en plaques, quelqu'un qui commence sa maladie en faisant beaucoup de poussées, il va continuer à faire beaucoup de poussées. Quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de poussées, il va continuer à faire pas beaucoup de poussées. Et dans la NMO, globalement, il y a souvent beaucoup de poussées. Et ça reste homogène au cours du temps. Alors dans la sclérose en plaques, ça diminue quand même avec l'âge, mais vraiment assez tardivement au cours de la vie. Et c'est pas vraiment ça qu'on retrouve dans la MOGAD. Finalement, elle a ce qu'on appelle une histoire naturelle, donc une façon de la maladie de se comporter au cours du temps qui est différente. Et on a l'impression, en faisant des études épidémiologiques, qu'il y a vraiment une phase inflammatoire de la maladie et que le risque de faire des poussées, il est vraiment maximal dans les mois qui vont suivre la première poussée, assez important dans les 2 ans qui suivent, et qu'ensuite il va diminuer tranquillement au cours du temps, et qui va franchement diminuer après 5 ans. Et finalement, ces informations-là, elles nous font repenser un petit peu notre manière de traiter les patients. Donc déjà, la première question, c'est est-ce qu'il faut traiter tout le monde dès la première poussée? Je vous ai dit, finalement, il y a des gens qui rechutent jamais. La deuxième question, c'est combien de temps il faut traiter les gens? Parce que, je vous ai dit, il y a cette évolution qui n'est pas homogène au cours du temps, et finalement, il y a peut-être une phase à protéger, et que derrière, on peut espérer arrêter les traitements. Ce qu'on fait jamais dans la NMO, et ce qu'on fait très tardivement dans la sclérose en plaques.
Donc du coup, ça soulève des questions qui sont différentes. Donc pour revenir à mes essais thérapeutiques, il y a 2 essais thérapeutiques industriels faits par l'industrie pharmaceutique qui essayent de répondre à la première question, c'est quels traitements sont intéressants dans cette maladie. Et donc ces essais industriels, ils se sont mis dans une situation assez bien codifiée aujourd'hui en termes de prise en charge à l'échelle internationale, qui est la situation où le patient MOGAD a déjà fait 2 poussées. Donc on a déjà prouvé qu'il s'agissait d'une maladie à rechute. Donc là, on sait, de manière assez homogène dans le monde, on traite en général, on propose un traitement aux gens qui sont dans cette situation parce qu'on sait que quand il y a une 2e poussée, ça veut dire qu'il peut y en avoir une 3e, une 4e, et ainsi de suite au cours du temps. Donc l'industrie s'est mise dans cette situation qui était bien codifiée. Donc 2 traitements sont actuellement à l'essai. Un traitement qui s'appelle le satralizumab, qui est un traitement qui va aller cibler les récepteurs d'une petite molécule qui s'appelle l'interleukine 6 et qui favorise la cascade de l'inflammation. Donc c'est un traitement que vous connaissez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'Enspryng, parce qu'il existe déjà, il est déjà commercialisé dans la neuromyélite optique avec des anticorps anti-aquaporine 4. Donc c'est pas un traitement qui est complètement nouveau, on a l'impression que c'est potentiellement très intéressant dans la MOGAD aussi. Et donc c'est cet essai-là qui est terminé, donc on y a participé. On a inclus 2 patients dans cette étude à Lyon. Et donc là, on est au gel des données et les patients vont pouvoir passer dans une phase d'extension où ils vont recevoir le traitement s'ils le souhaitent de manière certaine, parce que je vais revenir un peu sur la méthodologie peut-être des essais thérapeutiques qu'on n'a pas abordés. Et donc on va avoir des résultats, je pense... ça prend généralement entre 6 mois et 1 an. Probablement 1 an. On a parlé de l'Extremes tout à l'heure. Il y a des fortes chances pour que les résultats tombent à ce moment-là, donc à l'automne 2026. Et donc il y a un 2e essai thérapeutique qui est toujours en cours de recrutement, donc qui s'adresse à la même situation, donc des patients qui ont fait au moins 2 poussées de la maladie, et qui est toujours en cours, qui lui va utiliser un traitement qui s'appelle, donc il y a un nom un peu barbare, qui s'appelle le rosanolixizumab. Donc c'est un médicament qui va aller cibler les anticorps pour empêcher leur recyclage et donc va diminuer le taux d'anticorps et donc l'attaque auto-immune. D'accord. Donc ça c'est toujours en cours. On peut toujours inclure des gens dans cette étude. Le rosanolixizumab. Après, ils ont des petits noms commerciaux qui sont plus faciles à prononcer en général, mais tant qu'ils sont en phase d'études, des fois, c'est même des lettres ou des... Donc, peu importe. C'est ça, c'est encore un anticorps, effectivement, un anticorps monoclonal. Peut-être qu'on peut revenir sur la méthodologie aussi des essais thérapeutiques dont j'ai pas parlé. Parce que c'est peut-être pas une évidence pour tout le monde. On en avait parlé les années précédentes, mais oui, ça vient. Quand on fait un essai thérapeutique, on va donc comparer un médicament à quelque chose pour savoir si ce médicament va être efficace dans la maladie. Donc, on a 2 situations. Soit il n'existe aucun traitement validé dans une maladie donnée, et à ce moment-là, on va comparer le traitement à un placebo. Soit il existe déjà un traitement validé, et on va essayer de savoir si ce nouveau traitement il est au moins aussi efficace, voire plus efficace qu'un traitement qui existe déjà. Et à ce moment-là, donc, on le compare à un médicament qui existe déjà. Cette comparaison, elle va se faire en aveugle. Donc, je vous parlais tout à l'heure qu'on allait lever l'aveugle de l'étude qui vient de se finir. Donc, pourquoi en aveugle? Et en aveugle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ni le patient qui prend le traitement, ni le médecin qui le suit dans l'étude ne savent, c'est ça, ce que reçoit le patient. Pourquoi on fait ça? Pour essayer d'avoir une évaluation qui reste la plus objective possible. Et en termes d'efficacité et en termes de tolérance, de sécurité d'utilisation. Parce que vous, si vous savez que vous recevez un médicament donné, vous n'allez pas analyser votre ressenti de la même façon, et votre médecin aussi, il ne va pas interpréter ce que vous lui dites de la même manière s'il sait ou pas que vous recevez un traitement. Donc, d'où cette procédure de double aveugle. Il y a évidemment quelqu'un qui sait ce que vous recevez,
Il y a des données centralisées, tout est extrêmement surveillé. La recherche clinique en France est extrêmement codifiée, extrêmement réglementée. Et donc l'étude se déroule comme ça. Donc il y a plusieurs étapes quand on rentre dans un essai thérapeutique. La première étape, donc il y a une première visite qui est une visite, ce qu'on appelle la visite de screening. Donc c'est une visite où on va vous expliquer l'étude. On va vous expliquer ce qu'on va regarder, comment on va se dérouler cette étude et quels sont les bénéfices qui sont attendus pour vous à l'échelle individuelle à rentrer dans cette étude, quels sont les bénéfices plus généraux pour la communauté de patients et quels risques il existe ont été décrits avec ce traitement qu'on étudie. Donc ça, c'est la première phase. Vous allez réfléchir, d'accord ? Il y a un délai de réflexion qui est obligatoire. Le délai légal de réflexion en France est au minimum de 15 jours. Ça peut être plus, mais ça ne peut pas être moins. Ensuite, si tout est OK pour vous, vous rentrez dans l'étude, vous signez un consentement, vous recevez une information qui est à la fois orale et écrite, et vous signez un consentement écrit pour rentrer dans l'étude. La réglementation française dit que vous pouvez sortir à tout moment d'une étude. Ce consentement, ce n'est pas un contrat à vie contraint et forcé, c'est-à-dire que si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas pour vous dans cette étude, à tout moment, vous pouvez retirer votre consentement. Alors, quand on rentre dans une étude, il faut quand même se mettre dans la perspective où on va aller jusqu'au bout. Il faut bien réfléchir avant de dire oui, notamment, je pense, en termes de contraintes, parce qu'il y a souvent beaucoup de visites, beaucoup de choses, donc c'est quelque chose qui peut prendre quand même pas mal de temps. Donc il faut bien réfléchir avant de dire oui. Mais par contre, si vous vous rendez compte de quelque chose qui ne vous va pas au cours de l'étude, à tout moment, ce consentement il peut être retiré. Et c'est vrai dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que si ce consentement et ce partenariat que vous faites avec votre médecin pour entrer dans une étude, c'est un contrat de soins, et que si vous ne respectez pas les règles, si vous ne venez pas aux visites, si vous ne prenez pas votre traitement, si on n'arrive pas à faire un suivi de bonne qualité, nous, on peut aussi décider que l'étude, elle s'arrête parce qu'on n'arrive pas à faire les choses de manière correcte et avec des informations de bonne qualité. Et surtout de manière sûre pour vous. Parce qu'un suivi, c'est aussi le gage que vous êtes en sécurité. Pour revenir donc sur les essais en cours, donc il y a un troisième essai en cours dans la MOGA. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'introduisais en vous expliquant que c'était une maladie compliquée et qu'il existait plusieurs questions. Donc la deuxième question, c'est quand il faut traiter les patients. Et donc pour répondre à cette question, il y a un essai actuellement qui est en cours, qui est un essai académique, dont l'investigateur principal est le professeur Marinier, qui est promu par les Hospices civils de Lyon, et donc qui étudie l'efficacité d'un traitement qui s'appelle l'azatioprine en comparaison à un placebo dans un premier épisode de la maladie. Donc là, finalement, la philosophie de cette étude, c'était plutôt de se dire, pas tellement est-ce que l'azatioprine est efficace, même si ça fait partie, c'est quand même une question, mais surtout, à quel moment est-ce que c'est intéressant de traiter tout le monde dès le premier épisode. Et pourquoi on se pose cette question ? Parce que je vous ai dit, finalement, il y a la moitié des patients qui ne rechutent pas. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver de marqueurs fiables de ce risque de rechute. Et que quand on est devant un premier épisode de MOGAD, on n'arrive pas à dire qui va rechuter et qui ne va pas rechuter. Donc ça, il y a beaucoup de recherches là-dessus, notamment à travers des biomarqueurs. Il y a des petites choses qui avancent petit à petit. On trouve des petites choses, mais aujourd'hui, ça reste compliqué pour nous de prédire qui va rechuter et qui ne va pas rechuter. Donc finalement, je vous ai dit, il y a cette évolution un peu particulière de la maladie, et on s'est dit, est-ce que finalement, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de biomarqueur fiable du risque de rechute, est-ce qu'il ne faut pas finalement traiter tout le monde, mais par contre traiter les gens de manière courte et limitée dans le temps, puisque finalement les risques de tous les traitements qu'on utilise, parce que tous les traitements qu'on utilise, il faut avoir un impact sur le système immunitaire, c'est ce qu'on appelle des immunosuppresseurs. Finalement, cet impact, il est assez limité quand on limite la durée d'exposition au traitement. Et que finalement, c'est plutôt la durée d'exposition au traitement qui augmente le risque de faire des effets secondaires des traitements. Et notamment, puisqu'on parle de médicaments qui modifient l'immunité, on est toujours vigilant sur le risque d'infection. Donc,
c'est de cette réflexion qu'est né cet essai thérapeutique. Donc il est en cours. Actuellement, il y a 41 patients inclus. On a commencé l'étude, le premier patient a été inclus fin 2023, donc on est à 2 ans d'études. Donc ça avance doucement, mais ça avance sûrement. On a 126 patients inclus normalement, donc voilà. Mais bon, ça prendra le temps que ça prendra. Et voilà, on sait que c'est une maladie rare, hein, donc il en faut 126, on est à 41. Ouais. Bah, il faut quand même des effectifs assez importants pour prouver quelque chose, quoi, pour prouver une différence entre les deux groupes. Donc, mais ça avance. Alors, on a dit, hein, la difficulté, c'est que c'est un premier épisode de la maladie. Et pour des raisons essentiellement de tolérance, parce qu'il y a une corticothérapie en début de traitement, quel que soit le bras. Du coup, c'est un premier épisode de la maladie, au maximum 3 mois après le début des symptômes, pour pas non plus qu'il y ait des corticoïdes pendant trop longtemps. Donc forcément, il faut un peu de réactivité. Mais nous, on communique, c'est à nous, pour le coup, de faire cet effort-là, hein, déjà. Donc on a des choses qui nous permettent un petit peu d'essayer d'alerter les cliniciens qui suivent les patients, donc via le dosage des anticorps. Puis nous, on communique aux hôpitaux de la région. Donc l'essai thérapeutique, il ne se fait pas chez nous, hein. Il y a 16 centres en France. Et donc pour tous les hôpitaux plus petits qui éventuellement peuvent voir des patients, on a bien communiqué quand même. On a beaucoup communiqué dans la région parce qu'on a tout un réseau auprès de Grenoble, Saint-Étienne, Valence, Villefranche, avec qui on travaille bien. Donc tous ces centres-là, ils sont au courant que y a cet essai qui existe et qu'on peut en parler aux patients et que nous, on les reçoit rapidement si ça les intéresse. Et ça comprend des enfants ? Alors non. Mais il y a le pendant de cette étude sur le versant pédiatrique, donc qui est coordonné par le professeur Deiva, alors qui a un montage un petit peu plus compliqué parce que lui compare le placebo à de l'azatioprine, à du rituximab. Parce qu'on pense que potentiellement ce traitement-là, il peut être intéressant en pédiatrie. On ne l'utilise pas trop chez l'adulte, dans la Mogad. Mais c'est aussi des premiers épisodes. Enfin, c'est un design qui est assez similaire, sauf qu'il y a 3 bras au lieu de 2. Mais si, il y a aussi pour les enfants. Il y a de plus en plus d'études en pédiatrie, même sur la sclérose en plaques pédiatrique aussi. C'était un peu difficile la recherche clinique en pédiatrie parce que les enfants, on prend toujours beaucoup plus de précautions, mais finalement, le fait de prendre ces précautions-là fait qu'aussi les choses n'avancent pas et qu'on n'a pas de traitement disponible pour les enfants et c'est embêtant. Et puis, je voulais vous parler un petit peu de NMO. Donc, dans la NMO, pour le coup, je pense qu'un des domaines un peu d'intérêt actuellement, c'est peut-être la phase aiguë. Donc vous savez que dans la NMO, avec les anticorps anti-aquaporine 4, la poussée est extrêmement sévère et qu'on a démontré qu'il y avait un vrai impact, toutes les maladies inflammatoires, mais peut-être encore plus fort, du traitement de la phase aiguë et du délai de mise en place de ce traitement. Et donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de données sur les traitements des maladies inflammatoires à la phase aiguë, de manière un peu générale d'ailleurs. Sur la sclérose en plaques, il y en a eu quelques-unes qui sont anciennes, mais finalement, ça reste assez laborieux d'avoir des données robustes sur ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, à la phase aiguë, on utilise essentiellement les corticoïdes en perfusion et éventuellement les échanges plasmatiques. Donc les échanges plasmatiques, c'est un système de filtration du sang, un petit peu comme une dialyse, sauf que dans une dialyse, on filtre le sang des substances toxiques qui s'accumulent dans le corps parce que le rein ne fait plus son travail. Là, dans les échanges plasmatiques, on filtre le sang dans une machine qui va filtrer les cellules inflammatoires et les anticorps. Donc ces traitements-là, finalement, on a l'impression qu'ils sont très efficaces dans les maladies inflammatoires, mais on a du mal à savoir à quel moment il faut les faire. Donc la première chose, c'est qu'on est en train d'essayer de construire une étude finalement donc, qui ne va pas concerner que la NMO anticorps anti-aquaporine 4, mais ce qui est compliqué, on l'a dit tout à l'heure, c'est la prise en charge de la première poussée. Alors déjà, pour arriver
au bon endroit, qu'on nous écoute, mais c'est aussi qu'à ce moment-là, nous, on n'a pas de diagnostic pour guider notre prise en charge. Et ça, c'est vraiment de la vraie vie. Et donc là, on est en train de réfléchir à faire une étude qui va regarder est-ce qu'il est intéressant, est-ce que ça apporte un bénéfice de faire des échanges plasmatiques plus tôt, donc dès le début de la prise en charge, finalement, quel que soit le diagnostic, parce qu'on sait déjà que c'est quand même très intéressant dans la NMO AQP4, versus un petit peu plus tard, après avoir montré que finalement les corticoïdes ne sont pas suffisants. Donc ça, c'est un projet qui est en cours pour l'instant, qui n'est pas financé, donc on espère avoir un financement là-dessus pour pouvoir avancer. Et donc dans la NMO AQP4, effectivement, on s'intéresse beaucoup à cette phase aiguë pour se dire est-ce qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui pour éviter le risque de séquelles liées à la poussée, parce que finalement, même s'il n'y a qu'une seule poussée, parce qu'on fait vite le diagnostic et derrière on met vite un traitement, puisqu'on a des traitements aujourd'hui qui sont très efficaces, cette première poussée laisse des séquelles. Donc on se demande si on peut faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui pour prendre en charge ces poussées. Et donc il y a plusieurs traitements d'intérêt, donc les anticompléments, donc qui sont des traitements qui vont bloquer donc une partie du système immunitaire qui s'appelle le complément et qui est très impliqué dans le dysfonctionnement immunitaire qu'il y a dans la NMO anticorps anti-aquaporine 4. Et puis il y a d'autres traitements aussi qui commencent à émerger comme étant intéressants, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, puisque c'est c'est la famille de traitements qui est à l'étude aussi dans la MOGAN, qui sont les traitements qui vont aller neutraliser les anticorps. Là, je vous ai dit les anticorps anti-fragment FC. Donc le fragment FC, c'est une partie des anticorps. Donc ça, c'est des choses qui sont... on est à l'état très préliminaire, mais qui vont probablement se développer à l'avenir et pour lesquelles, j'espère, on aura des données dans quelques années. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a tout le monde qui... J'ai perdu tout le monde. Pourquoi vous pensez que les séances de plasma ferré sont bénéfiques, étant donné que c'est un système qui filtre le sang, mais le corps, il continue à produire des agents inflammatoires, donc en fait filtrés, mais le corps, il continue à fabriquer, donc est-ce que c'est vraiment efficace ? Alors, les échanges plasmatiques, ils se font rarement seuls. Un complément de la corticothérapie. Ouais, ils sont toujours associés à une corticothérapie, on commence toujours par ça. Donc dans la NMO anticorps anti-aquaporine 4, on a montré donc par ces fameuses études épidémiologiques, donc qui ne sont pas aussi robustes qu'un essai thérapeutique, c'est pour ça qu'on propose un essai thérapeutique, mais qui sont déjà quand même, qui nous donnent quand même des informations importantes. On a montré que le pronostic et le handicap résiduel dans la NMO anticorps anti-aquaporine 4 étaient meilleurs quand on fait les échanges plasmatiques tôt versus quand on les fait un peu trop tard, ou plus tard, ou qu'on ne les fait pas. Pardon, même si le diagnostic n'a pas été posé. C'est ça le problème. Et c'est ça, en fait, l'idée du design de l'étude qu'on a proposé, qu'on essaye de faire financer, c'est de se dire, le diagnostic, c'est compliqué de l'avoir vite. Ne serait-ce que parce que, même si on y pense tout de suite, le dosage des anticorps, il prend un petit peu de temps. Parce que c'est des techniques d'immunologie, que c'est compliqué, et que ça ne se fait pas comme ça, on ne peut pas l'avoir du jour au lendemain. Alors, quand on connaît bien les maladies, il y a des choses qui nous font dire, là ça ressemble vraiment à une NMO AQP4, même si je n'ai pas encore les anticorps, je pense vraiment que c'est ça, et je peux proposer des échanges plasmatiques très vite. De toute façon, on les utilise aussi dans d'autres maladies inflammatoires, dans la MOGAD on en fait, dans la sclérose en plaques on en fait aussi. Mais il y a des petites choses des fois qui peuvent nous aider. Mais effectivement, on n'a pas la capacité d'avoir ce résultat d'anticorps très vite. Et finalement, c'est pour ça qu'encore une fois, qu'on propose cette étude, parce qu'on va se placer dans la position de la première poussée. On n'a pas de diagnostic et finalement, on va tester est-ce que c'est intéressant de faire ces échanges tôt chez tout le monde, sans a priori de diagnostic, versus les faire un petit peu plus tard. C'est pour limiter les séquelles plus tard. Tout à fait. Maintenant, les séances de plasma ferré sont proposées systématiquement lors de la première poussée à tout le monde, même s'il y a pas... Non, c'est une étude, c'est un projet d'étude. Les échanges plasmatiques sont proposés tôt sur des poussées de NMO AQP4 quand on sait déjà qu'il y a une NMO AQP4. Là, s'il venait à y avoir une rechute
sous traitement, parce qu'en général, les gens qui ont une MOAQP4 déjà diagnostiquée, généralement, ils sont traités. S'il venait à y avoir une rechute sous traitement, ce qui n'est pas fréquent, mais qui peut arriver, là, on sait qu'il faut proposer des échanges plasmatiques très tôt, dès qu'ils sont disponibles, en association à la corticothérapie. Et on sait que c'est important dans cette maladie-là de les faire tôt. Dans les autres maladies, on ne sait pas. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est pour ça qu'on propose cette étude. Et que surtout, quand on est au premier épisode, on n'a pas le diagnostic encore. Donc, même si on a des éléments qui nous orientent un petit peu et qui nous font dire, là, on a l'impression que ça va être ça, mais quand on est à la première poussée, les premiers jours, on n'a pas de diagnostic. Et les premiers jours, il faut quand même proposer un traitement le plus rapidement possible. Alors ça c'est une vraie... Alors, elle demandait comment on fait pour savoir si c'est les corticoïdes ou les échanges plasmatiques qui sont efficaces. Alors ça c'est une vraie question. Et comme on ne fait jamais d'échanges plasmatiques sans corticoïdes, c'est très difficile de répondre à cette question. Est-ce que ça vient en complément et que ça améliore l'efficacité? Est-ce qu'au contraire il y a une espèce d'effet synergique entre les deux? En tout cas, les échanges plasmatiques, c'est quelque chose de plus lourd à mettre en place que de la corticothérapie. La corticothérapie, il y a quand même beaucoup de données qui nous font dire que c'est quand même efficace dans la NMO, très efficace dans la MOGAD, plutôt bien efficace dans la sclérose en plaques aussi. Donc la question de la corticothérapie, c'est toujours intéressant d'avoir des données supplémentaires, mais je pense que il n'y a aujourd'hui pas de remise en question de l'utilité de la corticothérapie sur les poussées de maladies inflammatoires. La question, c'est les échanges plasmatiques. On pense aussi qu'ils sont intéressants, mais est-ce qu'ils sont plus intéressants quand on le fait très vite? Est-ce que le délai finalement dans lequel on les commence a une importance quand on prend une poussée sévère d'une maladie inflammatoire quelle qu'elle soit? C'est à cette question-là qu'on va répondre. Oui, vous l'avez dans la main. Non, encore une fois, on est assez convaincu de l'efficacité de la corticothérapie. Donc, finalement, proposer des échanges plasmatiques sans corticothérapie, ça nous paraîtrait presque pas éthique, en fait. Et par ailleurs, c'est quelque chose quand même de beaucoup moins invasif, la corticothérapie, que les échanges plasmatiques. Les échanges plasmatiques, on est branché à une machine par un cathéter qui filtre notre sang. Bon, c'est quelque chose qu'on a bien l'habitude de faire et nous, on a une équipe de réanimation qui les fait, qui est bien experte du domaine et ça se passe bien, mais c'est quand même quelque chose potentiellement avec des risques et qui est plus invasif pour les patients qui fatiguent beaucoup. Donc, je ne vois pas bien l'intérêt de les utiliser seuls, en fait, alors qu'on sait que les corticoïdes, c'est efficace. C'est vrai que ça nous permettrait finalement d'avoir une information sur l'effet propre des plasmaphéreses, mais est-ce que vous rentreriez dans une étude où on ne ferait pas de corticoïdes alors qu'on sait que c'est efficace? Voilà. Donc il faut aussi penser... je pense que ça, aujourd'hui, c'est pas possible de le faire, d'un point de vue éthique. Merci, je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. Oui. Vous parliez de 126 échantillons nécessaires pour valider l'étude, c'est ça? 126 patients, oui. Oui. Ça concerne les maladies rares, ce chiffre de 126, ou c'est pour toutes les maladies? Non, c'est dans la MOGAD, cette étude. Ok. Ma question, en fait, là où je veux en venir, c'est est-ce que une centaine de patients soumis à une étude, est-ce que c'est... Oui, c'est parce que je suis près du mur. Non, c'est moi. Est-ce que la fiabilité de l'étude, est-ce que c'est autant robuste que pour d'autres maladies qui seraient beaucoup plus communes? Alors, plus on a de patients... Ou est-ce que les critères sont revus à la baisse, comme c'est plus rare? C'est ça la question. C'est sûr. C'est sûr que c'est quelque chose dont on tient compte et que finalement, plus on a de patients dans une étude et plus l'étude va être robuste. Après, en fait, il y a des techniques statistiques pour calculer ce qu'on appelle le nombre de sujets nécessaires. Donc, en fonction de ce qu'on s'attend à observer, mais bon, ça veut dire qu'il faut avoir une hypothèse quand même de départ et quelques données qui nous permettent d'essayer d'extrapoler ce qu'on va observer. Donc, c'est compliqué quand même, mais on a des statisticiens qui nous calculent ça. Mais effectivement, le fait que la maladie soit rare,
ça nous fait surtout travailler à plus large échelle, finalement, pour avoir plus de patients. Donc là, je vous ai dit, sur cette étude-là, il y a 16 centres en France. On n'a pas fait ça que à Lyon, c'est pas possible. Puis, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et il y a pas mal d'études, grâce notamment au réseau MEDEN, qui se font à l'échelle européenne, voire à l'échelle internationale. Les études industrielles, elles sont internationales, pour le coup. C'est vrai que 126 patients à l'échelle de la France, c'est beaucoup, hein. J'ai une question qui est peut-être un peu à côté. On dit que la maladie est une maladie qui est rare, mais il y a on découvre toujours de nouveaux patients, et les autres patients donc ne guérissent pas en général, ils ne sortent pas, on va dire, des chiffres. Donc il y en a de plus en plus. Donc la maladie, elle sera toujours dite une maladie rare. Jusqu'à combien on va dire de patients, puisqu'il y a des pays dans le monde où on ne peut pas comptabiliser les malades. Je parle par exemple de l'Afrique, où vous n'avez pas de chiffres, vous ne savez pas quelle est la quantité de malades qu'il peut y avoir dans ce genre de pays. Donc aujourd'hui, on dit que c'est toujours une maladie rare. Alors, c'est effectivement, hein, ça fait partie des difficultés. C'est toujours compliqué d'évaluer le nombre de patients, mais l'appellation maladie rare, elle est basée sur l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an, le nombre de nouveaux patients par an. Donc ça, c'est quelque chose qui, en théorie, reste assez fixe au cours du temps, même si on peut se poser la question de facteurs environnementaux qui modifient l'épidémiologie au long cours. Voilà, mais l'appellation maladie rare, elle est calculée là-dessus. Mais effectivement, quand on ne connaissait pas la maladie, il n'y avait pas de patients. Puis, depuis, on fait des diagnostics, on a fait des diagnostics rétrospectifs. Donc, effectivement, en valeur absolue, il y a de plus en plus de patients. Mais ce n'est pas là-dessus que sont basées les appellations maladies rares. Et c'est vrai que c'est une maladie rare, mais qui est moins rare que beaucoup de maladies rares de la filière, par exemple. Et notamment la MOGAD, qui est à peu près... on disait 3 fois plus fréquente sur les premières études d'épidémiologie comparée à la NMO. Je pense que c'est même plus que ça. On est plus sur du 4 à 5 fois plus fréquente.